Eh bien, nous avons cette lourde tâche de vous présenter le résultat des échanges que nous avons eus depuis hier avec toute une série de personnes qu'on va vous présenter après parce que ça a son importance très rapidement, ne vous en faites pas. Donc, nous avons axé notre atelier que nous avons conçu, ça je tiens à le dire, vraiment en commun avec tous les animateurs qui étaient en présentiel, sur 3 axes que vous voyez apparaître, et puis une problématique qui nous a semblé importante, c'était de s'interroger sur quelle formation on pouvait mettre en place, dans le cadre du numérique, pour les acteurs de l'éducation en Polynésie française au XXIe siècle. Donc on s'est vraiment positionné dans ce cadre-là, et nous avons abordé 3 thématiques avec les personnes qui étaient avec nous dans l'atelier. Pourquoi former au numérique éducatif? Pourquoi c'était important? Une deuxième thématique, quelles évolutions pour les modalités de formation par et au numérique? Et enfin, quelles pistes pour la mise en œuvre de la formation au numérique éducatif en Polynésie française? Et vous allez voir que nos recommandations rejoignent quelques éléments qui ont été déjà proposés par l'atelier numéro 1. Alors, on a tenu à vous présenter très rapidement les participants. Donc, en présentiel, nous étions, vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir les fonctions. On était vraiment multicatégoriel, ce qui a déjà été dit tout à l'heure, ce qui nous a permis de toucher avec les participants en distanciel vraiment toutes les catégories qui pouvaient être intéressées par la problématique de la formation. Donc ça va d'enseignants qui étaient stagiaires à des directeurs d'école, à des chefs d'établissement, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, des formateurs. On a vraiment essayé d'avoir des syndicalistes. Madame la ministre s'en souvient. On a vraiment essayé d'avoir un panel intéressant qui allait pouvoir nous faire remonter des éléments les plus complets possibles. Et nous avons travaillé dans un cadre de travail aussi qu'on a tenu à vous présenter parce que dès le début, on s'est aperçu que les personnels étaient très attentifs au fait que l'on prenne en compte leurs besoins, leurs attentes, la réalité dans laquelle ils vivaient, que ce ne soit pas déconnecté de ce qui était possible de faire et de ce qui existait dans les établissements. Donc nous avons pris en compte la diversité des personnels, les contextes polynésiens. J'ai oublié de préciser également que dans nos participants, il y avait des personnes qui étaient dans les archipels éloignés des Australes et également des Tuamotu-Gambier. On a aussi essayé donc de prendre en compte les besoins qui allaient, je vous le disais tout à l'heure, du stagiaire jusqu'au formateur, et également de personnes qui étaient, comme l'a dit tout à l'heure Samantha, pas toujours expertes en matière de numérique, ce qui nous permettait d'avoir vraiment un panel complet. Et nous nous sommes attachés, alors nous n'avons pas peur de dire de bonnes pratiques, même si c'est vrai que ce sont les pratiques qui fonctionnent avec les élèves, parce que qu'est-ce que c'est qu'une bonne pratique? Il n'y avait pas de jugement de valeur derrière l'utilisation du terme. C'était de prendre appui sur ce qui était fait. Et on a beaucoup travaillé sur des retours d'expérience qui ont été extrêmement riches et qui nous a permis à nous d'être proches du terrain. Donc voilà le cadre dans lequel nous avons travaillé. Très bien. Yvette vous a parlé des attentes et des besoins des acteurs de terrain. Je vais vous les présenter. Les besoins sont nombreux et les attentes sont fortes. Ce qui apparaît en tout premier lieu, c'est un fort besoin en formation. Toutes fonctions confondues, les personnels ont besoin d'être formés, d'être accompagnés sur les usages du numérique. Mais les attentes en matière de formation sont assez précises. Il y a une forte demande que les formations répondent à des demandes locales. L'établissement, l'école apparaît comme le site privilégié pour mettre en œuvre des formations qui soient utiles et utilisables rapidement par les enseignants. Ça, tous les participants de l'atelier ont été unanimes sur ce point. Donc des formations contextualisées à des besoins identifiés au sein des établissements. Le deuxième élément important qui apparaît, c'est que sur le terrain, il y a énormément de choses que les enseignants mettent en œuvre. Simplement, ils n'en ont pas la lisibilité. Donc les enseignants souhaitent être informés de ce qui se fait sur le terrain et des pratiques, des bonnes pratiques et des bons outils utilisés. La question du temps pour la formation est apparue de manière récurrente, sur quel temps et quel est le temps nécessaire pour se former. L'autre élément fort qui apparaît, c'est qu'aujourd'hui,
L'enseignant qui travaille tout seul, ça n'existe plus. Une nécessité de travailler en réseau, de partager, de mutualiser et de tendre vers une communauté apprenante. Enfin, un souci, un désir de rendre les outils accessibles, y compris les outils institutionnels. Tout seuls, les enseignants ont du mal à se les approprier. Donc, nécessité de formation et d'accompagnement. Un dernier point qui est apparu, ce qui est la nécessaire prise en compte de l'hétérogénéité dans la maîtrise des compétences numériques. Effectivement, certains de nos enseignants sont peu familiers de l'usage du numérique et nous avons à leur proposer des formations adaptées, pas trop loin de ce qu'ils savent faire pour qu'ils puissent s'essayer et rentrer dans l'ère du numérique. Alors, nous avons fait un certain nombre de recommandations. C'est ce que je vais vous proposer maintenant. Et nous avons commencé par des recommandations en matière de politique éducative. Nous pensons qu'il faut ancrer plus fortement la place du numérique éducatif dans la politique éducative de formation de la Polynésie française. Ça veut dire que nous avons besoin d'une nécessaire hybridation des formations. Formation en présentiel, mais formation en distanciel également. Nous avons également à développer des modèles de formation qui permettent de répondre à la structure archipélagique de notre territoire et contribuer à réduire ainsi la fracture numérique. Il ne faut pas que nous pensions nos formations que pour l'île de Tahiti. Nous avons les îles des Tuamotu, nous avons les Marquises, nous avons les îles sous le vent, et nous avons à penser nos formations pour tous les enseignants, y compris ceux qui sont dans les îles. Enfin, nous proposons d'inclure systématiquement un volet numérique pédagogique dans toutes les formations proposées. Et enfin, de travailler à la mise en réseau des acteurs, que ce soit les enseignants, mais aussi les formateurs. Le nombre de formateurs est assez limité en Polynésie française, et on a besoin de mettre davantage nos formateurs en réseau et de mutualiser nos ressources en matière de formation. Enfin, nous proposons également de développer les usages numériques au service de l'innovation. En Polynésie française, il n'existe pas de CARDI, cellule académique recherche, développement, innovation, expérimentation. Et ça serait un poste qui permettrait de favoriser l'innovation pédagogique pour le numérique, mais pas seulement. Et enfin, de manière plus spécifique pour le second degré, nous proposons de mailler le territoire d'interlocuteurs académiques au numérique, des IAN, et que nous mettrions en réseau avec les IREN, nos formateurs du premier degré, pour une véritable continuité de la politique éducative en interdegré. Voilà. Merci. Deuxième typologie de recommandation, celle à l'attention de la formation des formateurs. Alors, trois éléments à mettre à l'écho. D'abord, c'est penser une formation de tous les acteurs, sans oublier toutes les strates, encadrement, personnel, formateur. Et cette mise en réseau-là de formation permettrait d'avoir à construire et partager une culture, une réelle culture numérique commune. Selon les effets d'ailleurs, selon les besoins de telle ou telle strate. Deuxième élément de recommandation sur la formation des formateurs, pensez la logique de formation continue plus comme une logique de développement professionnel des acteurs. C'est-à-dire, selon trois niveaux, l'identification, d'abord apprendre et accompagner à identifier les besoins individuels ou collectifs au sein d'un établissement ou d'une école par exemple. Développer cette idée de l'engagement à se former. C'est-à-dire que se former, ça se suscite, ça se déclenche chez l'acteur afin qu'il puisse s'engager dans ce développement professionnel. Et enfin, troisième élément, passer de l'état de formé à celui, a posteriori, de concepteur de sa propre formation, qui va de l'auto à la co-formation dans son développement professionnel. Troisième élément de recommandation pour la formation de formateurs, c'est penser l'évolutivité du plan de formation dans une perspective pluriannuelle. Autrement dit, un plan de formation doit être pensé à 3, 4, 5 ans, mais garder une possibilité chaque année de réintroduire en fonction de l'évolution, on l'a vu avec la crise Covid, une part d'évolution possible dans un plan de formation pensé sur plusieurs années en termes de politique éducative. Alors, sur les contenus, nous avons été très attentifs à ce que nous disaient les participants et nous avons essayé de le traduire en termes de recommandations. Et ce qui nous a semblé tout à fait correspondre à ce que vient de dire Lionel, c'est-à-dire comment faire en sorte que les enseignants soient vraiment acteurs de leur formation, s'engagent dans du développement professionnel, c'était qu'ils se rendent compte que les formations qu'on leur proposait
et auxquels ils participaient soient davantage utiles, utilisables et surtout reproductibles à plusieurs échelles, que ce soit dans la classe, dans la circonscription, dans l'établissement, dans le bassin, dans le réseau. Ce qui est intéressant, c'est que cette recommandation permet de répondre en partie à le fait que les enseignants n'arrêtent pas de dire « mais vous nous prenez sur notre temps, qu'est-ce que c'est, comment on va se former ?» Et là, on a une possibilité de travailler directement avec les enseignants dans la classe, ce qui permet de pouvoir limiter du temps de formation qui serait pris hors la classe. Autre recommandation pour les contenus, là, ça a été aussi une demande forte, communiquer sur les plateformes de formation institutionnelle. L'objectif, c'est d'aider à créer une communauté et des réseaux d'apprenants. Éviter que l'on soit seul dans son coin pour se former au numérique. Alors, le changement de posture, il est absolument fondamental dans cette formation des enseignants. L'objectif, c'est bien sûr de créer un climat de confiance pour qu'ils n'aient pas peur de se lancer. Ils nous ont dit plusieurs fois qu'ils avaient peur de se tromper. Et en fait, il ne faut pas, il faut vraiment les aider. Et dans cette aide, il y a cet élément qui est fondamental, c'est concevoir des scénarios pédagogiques utilisant le numérique et ses usages au service des apprentissages. On a vraiment besoin de les aider à concevoir ces scénarios pour qu'ils arrêtent d'aller chercher des choses toutes faites, toutes prêtes. Dans le contenu en lien avec le changement de posture, il faut aussi veiller à développer la créativité. Ça, c'est très important. Laisser les enseignants créer, encourager la prise de risque pour qu'ils expérimentent, en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le CARDI, favoriser l'innovation et également encourager la formation par les pairs, ce qui a été quelque chose d'extrêmement plébiscité par les participants. Et je terminerai par cette petite phrase qui reprend un peu toutes nos propositions et qui renvoie certainement au lien que nous ferons tout à l'heure avec la thématique de l'ENT. La volonté en termes de chemin, de direction, c'est le concept d'académie apprenante qui va pouvoir se décliner dans l'ensemble des éléments de strate au sein de la classe, entre élèves et enseignants, au sein d'un établissement, entre équipes pédagogiques disciplinaires différentes, et la direction, sur l'ensemble d'un réseau, avec la volonté de travailler premier, second degré, avec le développement du cycle 3 par exemple, avec des réseaux d'établissements, à la fois filière professionnelle, filière générale, etc. Et donc dans un ensemble au niveau académique. Il y a vraiment la volonté en termes de formation de considérer, et on l'a vu très bien avec l'exemple du lycée Gauguin hier, que si tous les acteurs allaient dans le sens et dans l'engagement sur le développement des formations numériques, il y avait une plus-value qui était réellement apportée à ce contexte-là. Donc cet adage vers une académie apprenante.